Business, le grand entretien. Et notre grand entretien, c'est Natacha Valla, économiste et doyenne de l'école de management de Sciences Po. Bonjour, bienvenue dans Good Morning Business. On le disait pendant le journal, on a une directrice du FMI qui s'inquiète de la stabilité financière mondiale. On a eu des banques très chahutées vendredi à nouveau, avec Deutsche Bank qui a passé une journée compliquée. D'où ça vient? Il y a un stress post-traumatique après SVB et puis Crédit Suisse. Mais là, on voit une banque attaquée quasiment sans raison. On a un problème de confiance. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a une résultante très directe de l'évolution de la politique monétaire, de la montée des taux, qui était prévisible, dont on connaît bien les mécanismes et on pourra y revenir, mais qui s'exprime dans des contextes très différents, sur des géographies très différentes et pour des raisons assez différentes. Donc finalement, de façon générique, les marchés se disent, le système bancaire, il faut bien regarder de près ce qui s'y passe, il faut regarder la structure de son passif et la réalité de la vulnérabilité du passif bancaire. Ce qui est vrai aujourd'hui, et c'est très vrai en Europe, c'est que l'évolution de la réglementation et de la supervision bancaire depuis 2008, elle a été telle que, objectivement, le système bancaire dans son ensemble est beaucoup mieux capitalisé. La gestion des problèmes de liquidité est beaucoup mieux captée par des ratios de monitoring. Donc là, on est beaucoup plus à l'aise de façon générale sur le système bancaire tel qu'il est régulé et supervisé. Ouais. Le système financier, il est beaucoup plus riche que ça. C'est un écosystème qui est beaucoup plus large. Et en réalité, on se rend compte qu'il y a un premier lien entre les différents acteurs qui est le passage de l'actif et du passif bilanciel d'une banque à une société d'assurance, à un gestionnaire d'actifs. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les actifs qui sont détenus, donc on a parlé du passif jusqu'à maintenant, les actifs qui sont détenus par les intermédiaires financiers, ils sont pour beaucoup, dans tout ce qui est fixed income, ils sont très vulnérables, leur valorisation est très vulnérable à la remontée des taux. Tout ça est connu et maintenant ce qu'on va chercher à tester, ce que les marchés vont chercher à tester, c'est de savoir si dans ces systèmes de bilan qui sont très solides du côté des banques, pas forcément aussi visible et aussi lisible du côté des institutions moins régulées. On pourra faire une nuance aussi au sein du système bancaire. Qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui ne tient pas? Alors, on a l'impression que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on va tester les dominos les uns après les autres. Par exemple, Crédit Suisse, qui était quand même soumis à la réglementation Bâle 3, est tombé. La Deutsche Bank, ça résiste un petit peu mieux, donc du coup on va remonter aujourd'hui sur les marchés et les titres bancaires. C'est un peu inquiétant. Et puis les flux de capitaux sont tels qu'effectivement on va tester la solidité à chaque fois de tel et tel établissement. Moi je pense que ce qui est essentiel, c'est qu'on va revenir aux fondamentaux du business model de quasiment chacune des institutions. On savait que Crédit Suisse avait eu des problèmes au fil du temps qui n'ont jamais réussi à se résoudre, et je salue vraiment la réactivité des autorités suisses qui ont su mettre en œuvre un cadre réglementaire, avoir du courage par rapport à ce cadre réglementaire, mettre en œuvre entre guillemets, des exceptions, des mesures de liquidité d'urgence, donc mettre au service de la stabilité financière la capacité de la Banque centrale à aller fournir de la liquidité. Je pense que le point essentiel, c'est vraiment ça, être capable de gérer, et ça a été vrai depuis 20 ans, mais encore plus aujourd'hui peut-être, de gérer des situations où on a une ambiguïté, où on a une zone grise, on appelle ça une zone grise, entre la solvabilité et le problème de liquidité. On sait qu'il y a un souci de liquidité, on n'est pas sûr que ce soit aussi un souci de solvabilité. Le banquier central rationnel, orthodoxe et raide dans ses bottes aurait dit « Moi, j'ai rien à voir avec les banques qui risquent d'avoir un souci de solvabilité, je m'en lave les mains ». Non, c'est pas ce qui a été décidé. Ce qui a été décidé, c'est je donne un appui en liquidité pour éviter la contagion, et on a toujours besoin d'éviter la contagion, même quand on a des ratios prudentiels aussi solides que ceux qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on a les banques et parce qu'on a les autres acteurs, les autres intermédiaires financiers, et qu'on soit capable aussi, et c'est le deuxième point important, la deuxième leçon importante de ce qu'on a traversé ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est que la réflexion qu'on a sur les détenteurs de passifs des banques. C'est-à-dire qu'on a une hiérarchie, une philosophie assez générale qui nous dit, dans la hiérarchie, il y a les détenteurs d'actions qui sont les premiers à y passer quand on a un souci. Derrière, c'est les cocos maintenant. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on a, in fine, des dernières, c'est les dépôts bancaires qui, eux, sont en principe très protégés et dont on veut qu'ils le restent. Pourquoi ? Parce qu'on veut éviter des crises bancaires
très très anciennes qui sont les bank runs, qui sont la fuite des dépôts. Et d'ailleurs, on a appris ce matin que SVB, les dépôts étaient rachetés par First Citizen, qui est une autre banque américaine. Mais à vous entendre, on se dit quand même qui est la prochaine cible. Parce que malgré les résultats des banques qui étaient très solides, malgré les efforts, parce que Crédit Suisse était en début de restructuration, mais Deutsche Bank qui avait déjà entamé plusieurs années de restructuration, malgré tout ça, il va y avoir des cibles, des tests sur des prochains établissements. Vous voyez qui dans votre spectre? Alors, je serais incapable de citer un établissement. En revanche, on sait que le paysage bancaire européen est encore pas très consolidé. C'est-à-dire qu'on a des grandes banques qui sont les institutions systémiques, qui sont de fait quand même assez protégées de ce fait-là, parce qu'elles sont, du fait qu'elles soient capables de générer de la contagion, elles seront beaucoup plus surveillées et protégées. Mais toutes les banques qui sont de taille moyenne, voire petite, il y en a quand même encore beaucoup en Europe, en particulier en Allemagne, il faudra regarder de près parce qu'elles ne sont pas soumises à la même scrutiny que les autres. Et elles ont quand même une capacité de déstabilisation assez importante. Donc il faut regarder du côté de ces banques-là. Et il faut aussi faire avancer en parallèle cette réflexion sur qui va être impliqué lorsqu'il y aura une restructuration. C'était là un peu la leçon de Crédit Suisse. Est-ce que ça va évidemment dépendre des futures décisions en matière de politique monétaire des banques centrales? Est-ce qu'on va continuer à augmenter les taux d'intérêt? Ça dépendra aussi de l'inflation. Vous avez vu que certains, on en a parlé ce matin avec Wilfried Galland dans la Silicon Valley, parient sur une inflation galopante d'ici 3 mois, notamment aux États-Unis. Quel est votre avis d'économiste sur ce paysage inflation, on va arriver à la maîtriser ou pas? Taux d'intérêt, on arrête les hausses ou pas? Les taux d'intérêt, il faut vraiment relativiser. On n'a pas des taux d'intérêt nominaux à 7%, 8%. Ouais. Si on prend un petit peu de recul sur cette histoire, et j'en conviens, on vient de passer 20 ans avec des taux d'intérêt qui n'existaient pas. Donc forcément, il y a un effet générationnel. Il y a une génération qui n'a pas connu des taux d'intérêt. Ni d'inflation d'ailleurs. Ni d'inflation d'ailleurs. Donc moi, j'ai vraiment confiance en la capacité des banques centrales, pour autant qu'elles restent centrées sur leur mandat, qui est effectivement de maîtriser l'inflation. Et ça, c'est la priorité, parce qu'imaginez-vous qu'on ait un souci, des doutes sur la stabilité financière, et en plus une inflation que les banques centrales ne sont pas capables de maîtriser. Ça, ce serait la pire des solutions. Donc les banques centrales devront rester, et je pense qu'elles sauront le faire. En tout cas, elles ont montré qu'elles avaient envie de rester sur cette priorité-là. Maîtriser l'inflation, maîtriser les anticipations d'inflation. On va y arriver à maîtriser l'inflation? Moi, je pense que oui, et c'est pour ça que s'il faut continuer à augmenter les taux de quelques... on ne parle pas d'augmentation massive, mais s'il faut continuer à augmenter les taux sur les trimestres à venir, mais il faudra le faire dans la mesure où on se donne aussi les moyens d'avoir des outils de stabilité financière, comme a pu le faire la Banque de Suisse et FINMA en Suisse. Des deux côtés de l'Atlantique, les banquiers centraux ont expliqué que cette crise bancaire aurait un impact sur le financement futur. Vous le disiez, il y a des classes d'actifs qui vont ne plus avoir la même attractivité. Ces fameuses coco-bonds, peut-être qu'elles vont disparaître. Il va falloir refaire cette hiérarchie de qui va prendre ses paumes en cas de problème sur une banque. Tout ça, ça va changer. Alors, ce qui est sûr, c'est que les classes de capital un peu hybrides, tout ce qui était entre le capital et la dette, ça va être très compliqué pour les banques d'aller chercher du financement. Pourtant, c'était essentiel après la crise de 2008. C'était très utile parce que ça permettait de faire un peu plus de levier, mais d'être sur des choses qui sont utiles par rapport justement à la capacité d'absorption de choc. Ça, maintenant, il va falloir être capable de le remplacer ou de le payer plus cher. Mais c'est vrai aussi pour les crédits traditionnels, parce que c'est aussi le souci qu'on a aujourd'hui. On le voit, c'est que les investissements des entreprises peuvent maintenant commencer à être freinés parce que les taux d'intérêt, vont être très élevés, et 2, parce que les banques vont fermer le robinet. C'est le principe du resserrement des conditions de financement. Et ce resserrement des conditions de financement s'exprime aujourd'hui pour des raisons un peu décrites sur le passif bancaire, mais bien sûr sur les flux de crédit. Et sur l'immobilier aussi, sur les entreprises surtout. Alors, sur l'immobilier, oui, ça dépendra des pays et des dynamiques et des valorisations de départ. Mais effectivement, le pricing relatif des actifs va être affecté par cette double dynamique, risque de stabilité financière et cycle d'augmentation des taux qui arrive peut-être un petit peu plus près de la fin qu'hier. Mais c'est un peu les sables mouvants, là, non? Alors, moi, je trouve qu'il y a une normalisation assez saine, au sens où on a identifié qu'on a de la croissance, on essaye de faire en sorte de ne pas créer une récession. Ouais. On a trop d'inflation, il faut essayer de la juguler. Et on utilise un instrument, les taux, qui, finalement, on n'en a pas encore trop abusé. Donc, ça, c'est une logique assez huilée. Attention à la stabilité financière, pas seulement dans le système bancaire, c'est ce sur quoi il faut insister. Il y a beaucoup de zones d'ombre parmi les intermédiaires financiers dont on n'a pas tellement d'informations. Et c'est les fonds d'investissement pour vous, c'est quoi exactement cette dark finance?
Alors, c'est pas vraiment de la dark finance, mais c'est le chiffre qui parle toujours de cette dark finance parce que c'est moins régulé, quoi. Non, voilà, c'est moins régulé, donc on sait moins. Et si on sait moins, il y a des mécanismes de contagion qui peuvent s'exprimer qu'on ne connaît pas, tout simplement. Donc je pense qu'il faut générer de l'information, il faut être capable de comprendre comment on peut évoluer la valorisation des actifs de tous les acteurs financiers pour éviter ce qui s'est passé sur Et les on a l'impression que c'est un système de roue très compliqué, qu'au moindre petit grippement, en fait, la croissance, elle tient pas, le financement, c'est fini. Enfin, ça a l'air pour l'instant, ça a bien tenu. Tant qu'on n'a pas de crise financière, ça tiendra. Il y a un ralentissement qui est souhaité par les banques centrales. Il y a une croissance qui va être jugulée. Tout ça est dans une logique assez maîtrisée. Si on peut éviter d'avoir des événements à la SVB où on a des établissements qui font de la gestion de risque un petit peu aléatoire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous fait la dissection de ce cas d'étude, mais quand on a des gros portefeuilles de fixed income qui sont pas forcément protégés, ça peut aboutir à ce qui a eu lieu sur SVB. Quand on a un problème du côté des dépôts, donc du côté du passif, ça, c'est vrai qu'effectivement, il faut essayer d'éviter d'avoir des institutions soit un peu trop grosses, soit un peu trop importantes par rapport à des secteurs essentiels de l'économie. Merci beaucoup, Natacha Valla, économiste, doyenne de l'école de management de Sciences Po, de nous avoir éclairé sur cette... Vous êtes rassurante quand même plutôt. Vous dites qu'on peut arriver à maîtriser la situation. Pour l'instant, elle ne nous échappe pas. Il faut être vigilant.